Plus courte que prévu, en essayant de récupérer le retard déjà accumulé. Je voudrais rappeler que c'est la 6e journée des groupes éthiques cliniques du CHU de Caen, et puis rappeler que le GEC a maintenant 13 ans. Et puis je veux remercier l'ensemble des coordonnateurs successifs, Dominique Arsène, moi-même, pour qu'on puisse se congratuler soi-même. Arnaud de la Blanchardière, qui est ici présent, et puis Clément Capoula, qui ont tous et qui aujourd'hui contribuent encore au renouvellement, à la réinvention et à la dynamisation du GEC. Et puis je voudrais aussi particulièrement remercier donc, la filière droit, en les personnes d'Annick Bateur et de Gilles Raoul-Corneille, la filière sociaux dans les personnes de Guillaume Grandazzi et Pauline Launay, et puis celle de philosophie dans les personnes d'Emmanuel Housset et de Franck Lelière, qui nous ont accompagnés dès le début de la création du GEC, qui continuent de nous accompagner et donc on s'enrichit de leur rapport. Donc ils sont pour en partie ici présents avec nous et je tiens particulièrement à les remercier. Bon alors, l'historique du débat. Oula, le titre... vaste sujet, donc forcément ça serait partiel, ça serait réduire à ma façon. Donc j'espère que ça répondra au cahier des charges. Alors, historique du débat, le titre, cadre légal de l'accompagnement de la fin de vie vers un accès aux aides actifs à mourir. Alors, de quel débat voulait-on que je débatte ? Celui de l'accompagnement de la fin de vie ou celui des aides actifs à mourir. De quelle fin de vie parle-t-on ? D'ailleurs, s'interroger pourquoi le terme fin de vie a remplacé, notamment dans les textes, on verra, le terme de mourant. La fin de vie a une notion plus floue, me semble-t-il. La fin de vie, elle renvoie à la fois au terme de la vie et à la disparition de la personne, de la mort. La fin de vie, c'est aussi la limite qui permet d'en cerner les contours, ici ceux de la condition humaine. La fin de vie, ça peut être une frontière, la frontière au-delà de laquelle il est peut-être dangereux de s'aventurer, au risque de tomber dans la violence, on peut penser à l'acharnement thérapeutique. Puis la fin de vie, c'est peut-être aussi, ça peut aussi désigner la visée, l'objectif d'une vie, qui en fait à la fois sa mesure et son sens. La fin de vie serait-il le moment où les conditions de vie sont telles qu'elles ne seraient plus considérées par la personne ou la collectivité comme humainement vivables, viables, acceptables ou faisant sens. Alors cela nous renvoie à la question de savoir qu'est-ce que les conditions de la vie humainement acceptables, viables, etc. Et puis celle encore plus vaste, celle du sens de la vie. On peut s'interroger aussi sur la temporalité de la fin de vie. Alors c'est une notion apparemment aussi floue, et je me suis appuyé sur un sondage BDA du 8 décembre 2022, donc récent. C'est instructif. Pour la moitié des sondés, la fin de vie, ça désigne les dernières heures, les derniers jours ou les dernières semaines de vie. Et pour 20% des sondés, 1 sur 5, ça représente les derniers mois de vie. Et pour près d'un tiers des sondés, les dernières années de vie. Alors selon la définition, et ou selon la temporalité que l'on se fait de la fin de vie, il est assez aisé d'en déduire des approches bien différentes quant à son accompagnement. Enfin, de quelle aide à mourir parle-t-on ? S'agit-il de l'accompagnement, entre guillemets,
actif, non médicalisé, des familles et des proches, de celui, entre guillemets, médicalisé, dispensé par les soins palliatifs, faut-il entendre, suicide, médicalement assisté ou euthanasie revendiquée par certains. Alors, considérant l'accompagnement des mourants ou des personnes en fin de vie et de l'aide active à mourir, il s'agit toujours de considérer la mort de l'autre, ou sa propre mort. Alors la mort à l'échelon individuel, c'est un fait prévisible, inévitable, universel, certain. Nous savons tous que nous allons mourir. C'est aussi un événement impensable, contingent, singulier, au point même personne n'a l'expérience de sa propre mort. Et on ne fait que l'expérience de la mort des autres. À l'échelon de la société, la mort est un fait social total, nous dit Marcel Mauss, sociologue, un fait qui concerne à la fois tous les membres d'une société et met en œuvre toutes ses structures, ses fonctions, ses représentations essentielles. Il existe donc, d'une manière indissociable, une dimension intime et collective de la mort. La question de la fin de vie ne saurait donc être abordée sous le seul angle de l'intime, en particulier de celui de la médecine et du colloque singulier entre le médecin et son patient. Mais elle doit être embrassée par l'ensemble des disciplines, en particulier celles des sciences humaines, mais aussi par les collectifs, les associations, le politique, le religieux, etc., afin d'en explorer toutes les dimensions, sociales, culturelles, philosophiques, religieuses, symboliques, etc. Autrement dit, si ma mort me concerne au premier chef, elle est aussi l'affaire des autres. Pour venir plus au cœur de ce qui m'a été demandé de faire, si on se place dans une perspective historique, et on prend des raccourcis, jusqu'au XIXe siècle, la mort est en fait familière. Alors la mort, elle frappe à tout moment, elle est omniprésente. Alors quelques chiffres. L'espérance de vie au XVIIIe siècle à la naissance est de 25 ans. La mortalité infantile est de 25%. Et la mortalité avant 20 ans est de 50%. Passé 25 ans, l'espérance de vie est de 55 ans. La mortalité des femmes est encore plus dramatique, en raison de la mortalité obstétricale très importante. La mort de masse, inhérente aux épidémies, aux guerres, aux disettes, hante alors les esprits. Nos ancêtres devaient davantage être concernés par la brièveté de leur vie plutôt que par la prévisibilité de leur mort. Pour autant, le souhait d'une mort douce ou d'une bonne mort, entre guillemets, est très probablement aussi ancien que n'est l'histoire des hommes. Citant le poète grec Poséidique, la mort est le meilleur présent que l'homme puisse souhaiter recevoir de la part des dieux. La bonne mort étant ici compris comme la mort naturelle. Et il rajoute, elle est adoucie par les proches, la religion ou la philosophie. Alors on peut noter ici que la bonne mort pour nos anciens n'est pas médicalisée et que toute médicalisation serait même à proscrire, citant Hippocrate, 5e siècle avant Jésus-Christ, je ne prescrirai pas une drogue mortelle pour plaire à quiconque, ni ne donnerai de conseils qui puissent causer la mort. Enfin, en somme, j'ai envie de dire que rien n'est vraiment nouveau sous le soleil, parce que dans le même sondage BVA du 8 décembre 2022, et bien, près des 3/4 des sondés, ils aspirent à quoi? À mourir à leur domicile, entourés des leurs, de leurs proches, de leur famille. Donc, pas beaucoup d'évolution quant à ce qu'on peut entendre d'une bonne mort ou d'une mort douce pour le commun des mortels. Toujours dans une perspective historique, et là on va prendre des lumières à nos jours, la mort comme événement familial est devenue une affaire médicale. Alors là aussi, pour faire très court, sous l'effet de l'évolution récente, donc des sciences, des techniques, de l'hygiène, des conditions de travail, etc., puis de la médecine en particulier, l'espérance de vie a considérablement progressé.
Nombreuses maladies et épidémies ont été vaincues. La mortalité maternelle et infantile a chuté. Les maladies chroniques ont été freinées dans leur évolution. La mort a ainsi reculé. C'est le temps du progrès technique et de la médecine triomphante, laissant même à penser que la mort pourrait être vaincue. Alors, citant Francis Bacon, la science permet de prolonger la vie, rendre à quelques degrés la jeunesse, retarder le vieillissement, guérir des maladies réputées incurables, transformer la nature, transformer les traits, augmenter et élever le cérébral, rendre les esprits joyeux et les mettre dans une bonne disposition. Et après lui, citant Descartes, qui croit que l'homme devenu comme maître possesseur de la nature pourra s'exempter d'une infinité de maladies et même, peut-être, de l'affaiblissement de la vieillesse. Alors la médecine a en ces temps remplacé la mort, qui était si familière jusqu'alors, comme compagne du début, du durant et de la fin de la vie. La médecine a comme exclu la mort de nos vies, et dans le même sondage BVA, on apprend que 60% des sondés ne se sentent aucunement concernés par les questions liées à la fin de vie. Cette médicalisation performative de nos vies doit faire de notre mort non plus un événement familial, mais un événement médical. Une évolution qui se traduit par un double mouvement, le déplacement du lieu de la mort du domicile vers les institutions et le changement des principaux acteurs de la famille et des proches vers les soignants. Alors cette bascule est en fait récente et s'est opérée massivement après-guerre, après la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'avant 1950, on mourait très massivement au domicile, en l'espace d'un demi-siècle, on meurt massivement à l'hôpital, à la clinique ou en EHPAD. La mort, entre guillemets, naturelle, a disparu, pour ainsi dire, de l'espace public pour se concentrer dans des lieux particuliers, et en particulier l'hôpital, qui n'a pas été pensé pour accompagner les mourants. C'est dans ce contexte, dans les années 70, qu'émerge et se développe une réflexion sur les conditions du mourir des mourants, trop souvent en institution, délaissés, laissés à l'abandon, ou à l'autre bout du spectre, victimes d'acharnement thérapeutique. Le débat sur l'euthanasie et du droit à mourir prend alors son essor, en même temps qu'émerge une autre réponse, celle des soins palliatifs, partie de la Fondation Saint-Christopher, hôpital allemand, par Cécile Sander en 1967. Alors les soins palliatifs sont, et là je cite, des soins actifs et continus pratiqués par une équipe interdisciplinaire en institution ou au domicile. Ils visent à soulager la douleur, à apaiser la souffrance psychique, à sauvegarder la dignité de la personne malade et à soutenir son entourage. C'est finalement que ce que souhaitent massivement pour eux-mêmes les sondés du même sondage BVA, précédemment cité, que le moment venu, les douleurs physiques et les souffrances psychiques soient apaisées. Est-ce que c'est ce que signifiait aussi Francis Bacon à la médecine et aux médecins lorsqu'il écrivait « L'office de la médecine n'est pas seulement de rétablir la santé, mais aussi d'adoucir les douleurs et souffrances attachées aux maladies afin de procurer aux malades, lorsqu'il n'y a plus d'espérance, une mort douce et paisible. Car ce n'est pas la moindre partie du bonheur que cette euthanasie. » Et d'ajouter qu'il serait du devoir des médecins de n'épargner aucun soin pour aider les agonisants à sortir de ce monde avec plus de douceur et de facilité. En France, il faudra attendre 1978 pour que les soins palliatifs soient introduits en clinique et 1986 pour leur institutionnalisation par la circulaire Larocque relative à, je cite, l'organisation des soins et à l'accompagnement des malades en phase terminale pour que l'épreuve inévitable de la mort soit adoucie pour le mourant, on parle encore de mourant à cette époque-là,
que la mort soit adoucie donc pour le mourant et supportée par les soignants et les familles sans que cela n'entraîne de conséquences pathologiques. Alors le texte précise ce que sont les soins d'accompagnement, appelés soins palliatifs, et présente les différentes modalités essentielles de l'organisation, compte tenu de la diversité des situations, maladie, vieillesse, accident, décès à l'hôpital, dans l'institution, à domicile, etc. Et il faudra attendre 87 pour voir ouvrir la première unité de soins palliatifs par le docteur Abilène à l'hôpital international de la Cité universitaire de Paris. Alors les soins palliatifs, par la suite, sont consacrés dans les lois de 2002 dites Kouchner relatives aux droits des malades et à la qualité des soins, puis celles de 2005 et de 2016 relatives aux droits des malades et à la fin de vie, excitent les mourants. La fin de vie, les fins de vie remplacent le mourant. Dans le même mouvement que se développent les soins palliatifs, la revendication d'un droit à l'euthanasie ou d'un droit à mourir progresse dans la société. Portée par des collectifs et associations comme l'ADMD, créée en 1980, donc l'Association pour le droit à mourir dans l'indignité, principale association la plus forte existante en France. À la faveur aussi de cas très médiatisés, je pense par exemple au cas de Diane Préti, ou de Vincent Humbert au début des années 2000, celui de Chantal Sébir à la fin des années 2000, ou encore celui de Vincent Lambert au début des années 2010. Alors, ces revendications s'appuient sur la valeur autonomie qui est érigée là comme valeur première, et il s'agit alors de revendiquer au titre de l'autonomie ou de l'autodétermination la possibilité pour chacun de décider pour lui-même, y compris quand cela entre en contradiction avec des valeurs sociales, traditionnelles ou raisonnables. Alors, durant ces années, la tension éthique entre responsabilité pénale de soulager les souffrances en fin de vie des personnes atteintes d'affections graves et incurables, à un stade avancé ou terminal, et le devoir déontologique de ne pas laisser souffrir ni de s'obstiner déraisonnablement est très forte pour les soignants. Elle le sera d'autant plus parce qu'ils se confronteront à la pandémie VIH et à l'impuissance curative de la médecine moderne. Inutile également de rappeler pendant cette période l'évolution des avis du Comité consultatif national d'éthique. Le premier avis émis sur un droit à mourir par le CCNE date de 1991. C'est assez récent. Le CCNE désapprouvait alors qu'un texte législatif ou réglementaire légitime l'acte de donner la mort à un malade. C'est l'avis numéro 26. En 1998, il se déclarait favorable à une discussion publique sereine sur le problème de l'accompagnement des fins de vie, comprenant notamment la question de l'euthanasie. C'est l'avis numéro 58. Et en 2000, il proposait la notion d'engagement solidaire et d'exception d'euthanasie, avis numéro 63. Alors ce sera la loi Leonetti de 2005 qui viendra apaiser pour grande partie la tension éthique des soignants. Pour autant, le débat se poursuit et pour la première fois en 2011, le CCNE, dans son avis 121, concernant le droit d'une personne en fin de vie à avoir accès à sa demande à un acte médical visant à accélérer son décès et ou le droit à une assistance au suicide, n'aboutit pas à l'expression d'une réflexion et de propositions unanimement partagées. Le CCNE rendra donc un double avis, un avis majoritaire, et en annexe, il est ajouté un avis minoritaire. Le concept de recours à une sédation profonde et continue, dans certains cas, il est alors avancé dans cet avis, et comme vous le savez, sera repris dans la loi Claes-Leonetti de 2016 qui consacre un droit à une sédation profonde et continue en fin de vie. Alors sachez que selon le même sondage BGA du 8 décembre 2022, un peu moins de la moitié des sondés ne connaissent pas le terme
sédation profonde et continue et ne savent pas du tout ce qu'ils recouvrent. Car d'évidence, la sédation profonde et continue en fin de vie chez le profane, mais aussi chez les soignants, brouille la distinction pourtant essentielle, me semble-t-il, et utile entre laisser mourir, l'accompagnement, et faire mourir l'aide active, même si dans certaines circonstances, la limite peut apparaître floue. Pour beaucoup, la sédation profonde et continue est perçue comme un geste euthanasiant. Dès lors, il n'y aurait qu'un pas pour légaliser une aide active à mourir. Alors, les Français seraient prêts, selon un sondage IFOP, là, commandé par la BND, d'octobre 2022, 78% des sondés se prononceraient pour un changement de la loi en faveur de légalisation de l'euthanasie ou du suicide médicalement assisté. Alors, allons-nous vers une aide active à mourir? Ce sera la fin de l'intervention. Ayant plutôt à l'esprit que revendiquer l'instauration d'un droit à mourir, sous-entendu d'un droit d'euthanasie ou de suicide médicalement assisté, c'est très exactement exiger un droit d'être tué. Pouvoir décider du moment de sa mort, c'est pouvoir faire cesser une situation qui peut être intolérable et manifester que l'on a atteint la limite de sa résistance. C'est de fait aussi renoncer à la vie. Le suicide ou la demande d'euthanasie, dès lors, peuvent-ils être considérés comme l'expression ultime de sa liberté? Une question que j'aimerais poser aux philosophes qui seront là ou seront là. Rien ni personne aujourd'hui ne contrevient à la volonté d'un sujet de se suicider. Le suicide est possible, et quelles qu'en soient les modalités et les violences envers soi-même et les autres. Peut-on réellement penser à un suicide doux et apaisé? Ça, c'est une question que je voudrais poser aux sociologues. Ce qui diffère entre le suicide contemporain, revendiqué, et le suicide tel qu'il a toujours existé, c'est le fait de vouloir le voir facilité, c'est-à-dire ici légalisé, par le corps social et impliquer le personnel médical. Alors, en quoi un droit de donner la mort n'ébranlerait-il pas l'un des fondements de notre droit, à savoir l'interdit de tuer, et n'exposerait-il pas les plus vulnérables? Je me tourne là vers les juristes, ici présents. Et en quoi ce droit devrait-il impliquer les soignants, avec le risque de voir fragiliser l'assurance pour tout malade que le médecin n'usera pas de son pouvoir pour lui donner la mort? Ça, c'est une question que j'adresse aux soignants. Voilà, j'en ai fini. Je voulais vous dire que pour cette intervention, je m'étais inspiré de deux ouvrages, principalement celui de Bertrand Cantat, Des philosophes devant la mort, audition du CERF de 2016, et puis de cet ouvrage remarquable, Éthique et conditions de la fin de vie, sous la direction d'Annie Pater et Gérard Formel, aux éditions Mar et Martin, publié en 2016. Merci.